Si tu fais pas ce que je te demande, le rôle, Ouais. tu l'as pas, Ouais. tout simplement. Il y en a qui vont même pas s'embêter à ce prendre genre le temps. de discours, mais autant te dire que ça n'a jamais marché sur moi et que je préférais ne pas avoir un projet que de me plier à des contraintes ou de te déshabiller on en dit le mot casting. contrainte alors que Non mais c'est horrible. tu vois, non mais bien sûr, non mais c'est moi plein de fois on m'a dit tiens est-ce que tu peux mais moi, je te passerai les détails, mais évidemment qu'en casting, quand t'es toute jeune, en plus, plus tu vieillis, puis plus tu comprends que tu dis waouh, heureusement que je me suis pas laissée entraîner là-dedans. Et je pense que j'avais le caractère pour me sortir de ces trucs un peu chelous. Salut Caroline, tu te recoiffes. Ça y est, c'est bon, ça y est, c'est dedans. Je me recoiffe, tout à fait. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Ouais, je suis ravie de te recevoir. Bah, moi, exactement pareil. Sois la bienvenue dans Boum Boum. Je commence toujours ce podcast par cette question parce que c'est mon invité qui choisit le thème dont on va parler. Donc, toi, ton Boum Boum, il est pour... Je crois que c'est en lien avec tes enfants, tes garçons. Ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'amour qu'ils se portent l'un l'autre, la fratrie. Moi qui ai grandi seule avec ma maman, tu vois, j'ai pas eu de frère. J'ai une demi-sœur, mais j'ai pas grandi avec une fratrie. Et de les voir tous les deux comme ça me... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour entre eux. Les moments où je les surprends, tu vois, dans leur chambre, où je rentre comme ça dans l'entrebâillement de la porte et je les regarde et je les observe tous les deux, ça me procure autant de joie qu'une émotion vive et qui me fait à la fois peur parce que je me dis, tant d'amour, tu vois. Encore une autre personne avec qui tu... Donc ça, parfois, ça me fait autant du bien que ça m'angoisse, tellement je trouve ça fort comme lien. On va en parler donc pendant ce podcast. Justement, on parle des enfants, ça touche à la famille. Tu as une actualité en lien avec la famille. Je sais que ton cœur fait aussi boum boum pour la sortie d'un film le 18 juin sur la route de papa. Pourquoi c'est un film qui te touche aussi? Pourquoi tu as choisi? Ce sont des valeurs qui sont importantes pour toi. Bah oui, la famille, c'est large, hein, parce qu'il y a la famille de sang, la famille de cœur et tout ça, mais celui-là, il regroupe aussi le fait du savoir vivre ensemble, de se reconnecter à l'autre, dans une société où on peut s'isoler un peu. Là, c'est tout un trajet, tout un parcours en voiture, donc ce qui va être vécu un peu comme un confinement où on n'a pas le choix que d'être ensemble, que de se raconter pendant 3 jours tout le long de la route et de faire un peu table rase du passé, crever les abcès, se re-rencontrer, quoi. Et donc là, c'est toute une famille, donc il y a les 3 générations en plus, parce qu'il y a la grand-mère, les parents et les petits-enfants. Et ça va être tout le cheminement. Voilà, il y a le chemin de la route pour aller jusqu'au Maroc rapporter la voiture du papa décédé. Et le chemin interne de OK, maintenant on va pouvoir se dire tout ce qu'on ne s'est pas dit, quoi. Moi, là où j'ai adoré ce film, quand on me l'a proposé, c'est qu'en plus, c'était particulier. Il y a eu comme une manifestation un peu mystique. C'est que mon papa venait de mourir. J'ai pas peur d'en parler parce que... Aujourd'hui, avant, j'avais un peu peur de ça, mais voilà, la mort fait tellement partie de la vie, c'est tellement un sujet un peu parfois tabou dont on n'ose pas parler. Mais là, le fait est que quand on me propose ce film, mon papa vient de s'en aller de façon un peu brutale, inattendue. Et je suis devant le cinéma, je m'apprête à aller voir un film et un des co-réalisateurs, Nabil Etakawali, m'appelle pour me proposer ce film-là, me raconter l'histoire, qui était un peu le point de départ de l'histoire, était un peu ce que je vivais aussi en parallèle, moi, dans ma vie. Et après, il me donne le titre sur la route de papa. Et je dis ouf. Donc là, on s'effondre un peu en larmes tous les deux parce que c'est encore très vif chez moi, la disparition de mon papa. Et je n'en reviens pas. Je dis mais c'est pas possible. Et avant même de lire le scénario, je dis non mais je te suis. Ouais, en fait, c'est un signe. En fait, tu l'as. Pour lui, c'est ton père qui t'a envoyé, qui t'a dit. Ouais, ça raconte quelque chose quand même. Moi qui suis pas pourtant forcément. Enfin, maintenant, effectivement, quand on a vécu la mort, on voit des signes, mais je me raccrochais pas forcément à ça. Moi, j'aime l'idée aussi que les gens partent et se libèrent aussi de cette vie et s'en vont vers d'autres aventures. J'aime pas les faire stagner ici, quoi. J'aimais bien l'idée de me dire que mon père était enfin libre. Et là, voilà, il me raconte cette histoire, je m'effondre en larmes. Et puis après, je lis le scénario et tout correspondait dans les valeurs qu'ils avaient envie de transmettre. C'est vraiment tout ce que j'ai envie de vivre. Et est-ce que tu as eu d'autres manifestations après pendant le tournage? Est-ce que tu as senti que ton papa t'avait envoyé ce film à tourner? Plein de sens pour vous. Et est-ce qu'après ça a continué ou pas? Tu l'as senti présent? Ça a continué dans les rencontres en fait que j'y ai faites là-bas. Déjà, c'est Farida Ouchani qui joue la maman, qui nous avait visité, rencontré cette ville, Tanger, magnifique, on connaissait pas, elle la connaissait bien. Donc ça a été plein de rencontres.
dans cette ville avec l'équipe technique, des discussions, des grandes discussions sur la vie, sur la mort, la transmission, l'entraide, de voir ses enfants grandir, de ne pas passer à côté de certaines choses. Et comme avec mon papa, pour le coup, on était passé à côté de plein de choses, et même de notre histoire, parce que voilà, on n'a pas eu le temps de vraiment partager cette histoire, mais c'est pas grave. On en a vécu un petit bout quand même vers la fin, et c'est déjà ça, apprendre. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est plutôt dans ce que m'a laissé ce film, quoi. Dans les rencontres que j'y ai faites, tout simplement, ne serait-ce qu'avec les réalisateurs, Olivier Dacour, Nabil Etakawali, Redouane Bougueraba, que j'ai appris à connaître, qui a tout un chemin aussi, un parcours très atypique, qui est très famille, qui est vraiment dans l'aide. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un de profondément généreux et profondément lié, accroché à sa famille. Je trouvais ça très beau. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ? Est-ce que c'était un rêve depuis petite ? Ça faisait partie des plans de vie ? Je sais pas, là, comme ça, je me suis pas imaginé une vie sans, mais j'y ai pas pensé forcément. Mon rêve de base étant de devenir comédienne, de faire ce métier, d'être sur les planches. Ça, c'était vraiment un rêve viscéral. Mais comme j'ai pas grandi dans une fratrie, j'étais un peu seule avec ma maman, je me suis même pas figuré ça. Pour l'instant, c'était quand j'étais petite ou adolescente, c'était ma mère et moi, le reste du monde, et après on verra. Et puis tout d'un coup, en fait, assez brusquement, ça s'est manifesté en moi comme une envie. C'était maintenant qu'il fallait le faire. J'avais plus envie d'attendre, et c'est passé avant tout. Alors qu'avant, j'avais encore trop de préoccupations sur comment je fais ma vie, comment ma vie de femme évolue. J'avais aussi plein d'amis, j'étais bien dans ce contexte-là, donc j'avais pas besoin d'autre chose. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré l'homme de ma vie, et celui qui m'a donné envie d'en faire surtout, donc ça s'est imposé à nous, et ça a pris le pas sur tout le reste. Donc tout d'un coup, c'est devenu ma priorité, et à savoir, j'ai même pas eu peur de mettre mon métier entre parenthèses, le temps d'eux, je me suis pas posé la question, c'était maintenant. Et puis 4 ans après, on a fait le deuxième. Et en plus, c'est marrant parce que quand on est comédienne, c'est vrai qu'on a cette peur-là. En tout cas, j'ai plein d'amis qui vivent ou qui ressentent cette peur que tout s'arrête, que tout d'un coup, il n'y ait plus de propositions, il n'y ait plus rien. Parce que c'est vrai que nous, on doit porter les enfants. Mais oui, donc c'est quand même 9 forcément, tu mois peux pas travailler, au moins, du moins, c'est gestation. compliqué. Oui. Ouais. Et en même temps, moi, je me suis jamais sentie aussi libre qu'à ce moment-là, et je n'ai jamais autant travaillé pendant, après. Il y a eu une sorte de libération de tout d'un coup, les choses se mettent en place de façon fluide, limpide, sans que plus rien n'ait à être réfléchi, quoi. Oui, parce qu'on ne sait jamais quand ça arrive en plus. Je ne sais sait pas si vous avez mis du temps à les avoir, si ça a été compliqué ou pas, mais on ne sait pas. Voilà. Ouais, où on prend la décision, après il faut que tout... on ne peut pas tout organiser, en vrai. On ne peut pas dire, super, j'arrête de travailler là, j'accouche là. Non, là, je choisis le prochain film dans 6 exactement. mois. Tu ne peux pas savoir, ça peut être compliqué, effectivement. Ça peut être compliqué, ça peut être un peu vertigineux, mais j'ai eu cette chance-là que tout s'est fait. Mais parce que je pense que quand c'est clair dans nos têtes, quand les choses sont claires, quand on n'est pas en combat de quelque chose, à un moment donné, il y a une forme de lâcher-prise à l'intérieur aussi qui fait que ça se déroule comme ça se doit se dérouler. Enfin, voilà. J'ai donc eu tout la s'est chance bien que ça passé. se passe bien. Grossesse bien passée et l'arrivée des enfants. Très bien passé. Que de la joie. Que de la joie. Alors que de la joie et beaucoup de fatigue, et des évidemment. La joie, des larmes, des pleurs, l'organisation, la vie qui change. Tout ça, c'est vrai que c'est plus la même vie. Que de la joie, que des tracas, que des angoisses, parce qu'une fois qu'ils sont là, on revient pas en arrière et on se dit waouh. Donc il y a aussi plein de moments où je me dis mais pourquoi ? Ça y est, c'est plié, je peux pas revenir en arrière et j'ai peur tout le temps. Je comprends un peu aujourd'hui les discours de ma maman qui me dit qu'elle a encore peur pour moi, maintenant elle a peur pour mes petits-enfants, ça ne s'arrête jamais, quoi. Donc après, on est bien obligé de philosopher sur le sens de tout ça et de se dire bon, ils sont là, je vais les accompagner comme je peux. Mon envie est qu'ils se sentent libres, qu'ils aient un cadre, mais à l'intérieur duquel ils se sentent libres. Ça, c'est mon but. Après, on fait avec les aléas, quoi, avec leur personnalité aussi. Il y en a un qui a une plus forte personnalité que l'autre. Les petits, les deuxièmes, généralement, ils sont costauds. Ils vivent, là, en plus, c'est deux frères, donc il y a le grand frère. Mais le petit, il nous donne du fil à retordre. Ouais, vraiment, il est costaud, mais j'adore. Et ils ont 2 personnalités totalement différentes. Et pour autant, je les aime
autant pour justement leurs différences, quoi. Ce sont tellement pas les mêmes. Et, c'est marrant que tu dis ça parce que Franck Dubosc, qui était dans ce fauteuil, qui nous a parlé de ses enfants, m'a dit en fait quand on a des enfants, on les aime autant mais pas pareil. Donc tu es d'accord avec lui? C'est vraiment ça, on les aime autant mais pour des raisons tellement différentes et on adore la personnalité de celui qui est un peu plus doux, plus délicat, et en même temps, on adore, on dit il est doux, il est délicat, il est spécial. Et puis l'autre, il dit l'autre, c'est un rentre-dedans, c'est une petite Kaira, c'est un petit fou. Mais je l'adore tout autant pour ça. En fait, ils me fascinent tous les deux. Je les regarde et je dis mais c'est incroyable. Et à la fois, leur différence, le fait qu'ils soient tant opposés, fait que ça matche tellement bien entre eux. Il y a une entente. Beaucoup de bagarres, évidemment. Mais c'est normal. Ça se bagarre, ça chamaille, ça crie, ça hurle. On n'a plus de silence à la maison. Ça, c'est terminado. Fini les silences. Mais ça fait du bien, la vie aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous saoulent très vite, mais ils nous manquent très vite aussi. Et si tu les entends pas, je pense que tu t'inquiètes. Tu dis, là, ça va pas. Exactement. Et puis en fait, des enfants, c'est pas fait pour être calmes. On aurait tout de suite envie qu'ils se comportent comme des adultes calmes, polis, qu'on soit fiers d'eux devant les gens. C'est mon fils, il est poli, il est bien élevé. Mais ils sont pas là pour ça. Ils sont là tellement pour explorer, s'amuser, aller un peu chercher justement, tester les limites, quoi. Donc ils peuvent pas être des adultes maintenant. On peut pas leur demander ça. Et ils ont l'innocence des enfants. Et est-ce que c'est ça qui te fascine aussi en les voyant, de te dire cette belle innocence, cette joie qu'ils doivent te donner aussi quelque part par procuration, parce que tu la vois chez eux. Mais c'est vrai que quand on grandit, on la perd un petit peu, cette innocence, cette joie, on a d'autres tracas. C'est ça qui te touche aussi? Ouais, ça me touche évidemment. Là, quand on voit en plus tout ce qui se passe partout, on n'a pas envie de toucher aux enfants. On a envie de préserver leur enfance, de préserver cette joie naturelle qu'il y a en eux. Donc... moi, j'ai envie de préserver ça le plus longtemps possible. Après, malheureusement, dans nos discours, j'ai l'impression que déjà très jeunes, ils vont être confrontés aux angoisses de leurs parents. On a beau se dire, on va les préserver de tout ça. Non. Moi, souvent, tout d'un coup, je parle avec mon chéri ou mes amis. J'oublie un peu qu'ils sont là, on parle de choses de grands, entre guillemets, et le lendemain, j'ai le droit à des questionnements. Et je me suis dit, j'ai dit tout ça devant eux, et à quel point ça les a marqués, touchés, à quel point ils ont besoin de comprendre. Donc, j'ai envie de les préserver, et en même temps, j'ai pas envie de les prendre pour des idiots, quoi. Ils ressentent tellement tout, fois 1000, ils ont tellement tout capté très vite que s'il y a des questions, je prends le temps d'y répondre. Donc tu y réponds quand tu parles, ça veut dire que tu as des angoisses que tu exprimes, et si après ils viennent te voir en te disant maman, je comprends pas pourquoi tu as dit ça, ou je sais pas sur tel ou tel sujet. J'essaye de répondre à leurs demandes, en tout cas d'explications. Alors après, avec des mots, j'essaye de trouver les mots. Je veux pas être choquante, je veux pas être trop trash non plus, mais je veux pas les prendre pour des idiots parce que à partir du moment où ils ont ressenti la chose, il faut qu'elle soit claire dans l'explication. Donc j'ai peur d'aucun sujet avec eux, et pourtant ils sont encore petits, 9 et 5 ans, mais c'est incroyable comme déjà avec mon grand de 9 ans, on a des Mais vous parlez de quoi par exemple? De quel sujet, qu'est-ce que vous abordez quand tu parlais de choses un peu d'adultes ou d'angoisse qui te concernent? De politique, de l'état du monde, des enfants, tu vois, quand on voit tout ce qui se passe un peu partout dans les autres pays en guerre, ça peut le questionner. Il voit des images, forcément. On a beau essayer de filtrer des choses, on ne peut pas tout filtrer. Les conversations, moi je suis beaucoup angoissée, je me sens tellement impuissante face à ce qui se passe un peu partout. Donc j'ai besoin de le verbaliser parce que on est plein de culpabilité à ne pouvoir avoir la sensation de pouvoir rien faire. Donc ils m'entendent, ils me questionnent, et je leur dis qu'on a aussi des vies, qu'on a quand même de la chance d'avoir des vies privilégiées, qu'on est quand même dans un monde, dans un pays qui est un peu à l'abri de tout ça, mais que c'est pas le cas partout, et qu'il faut... Voilà, et c'est surtout dans le but de leur dire aussi qu'il faut s'entraider, écouter les autres, être bienveillant avec son voisin, ses collègues de classe. J'ai pas envie que si quelqu'un se sent isolé à l'école, j'ai envie qu'il soit à l'écoute de ça, à l'affût de ça, et j'ai envie qu'il soit ouvert, quoi, tu vois, altruiste, ouvert. J'ai pas envie d'en faire des petits égoïstes, parce que comme on a une vie privilégiée, on peut vite tomber dans un truc où on va penser qu'à nous, qu'à notre bonheur, qu'à notre bien-être, et il faut regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Il faut regarder ce qu'il y a à côté. Tu vois. Et à cultiver la joie aussi, parce que c'est quoi pour toi la joie? Ça se travaille, ça se décide? On a la volonté d'avoir la joie, ou c'est quelque chose d'instinctif selon toi?
Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'instinctif des gens qui verront toujours le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Il y a des gens qui, malgré eux, ont la force en eux de ne voir que ce qui est beau, de voir la lumière un peu partout. Et après, tu as les grands nostalgiques. Moi, j'ai l'impression d'être un vrai mélange des deux. C'est vrai ? D'avoir des grands moments de nostalgie, d'avoir des idées très noires, d'être très triste, sombre. Et à contrario, je sais que c'est pas du tout ce que je dégage. Mais oui. J'ai une foi en la vie, en la lumière, en allant. Enfin voilà, si je passe vite les choses qui finalement me contrarient ou même dans mon métier, je pars du principe que ce que je dois faire, je le fais. Ce que je dois pas faire, c'était pas sur ma route. Tant pis, je vais pas remuer comme ça quelque chose qui va me faire du mal. Mais je suis une grande nostalgie. Alors là, je suis étonnée. Ouais. Parce qu'on se connaît, on a déjà fait Ouais. des interviews il y a quelques années. Et en préparant cette émission, j'ai dit à mon équipe, justement, s'il y a bien quelque chose qui se dégage, et c'est pour ça que je veux lui en parler, c'est de la joie de toi. c'est de Et la alors là, joie. je suis étonnée que tu me dises que tu as des phases d'idées noires, de Oui. nostalgie, de bad, où t'es pas bien. Ouais, parce que la vie et mon enfance un peu particulière a fait que j'ai cultivé la joie, le besoin de me sentir vivante, de rire beaucoup. Évidemment, depuis que j'ai mes enfants, les choses ont changé parce que vraiment, j'ai peur. Parfois, je peux pas m'empêcher d'avoir peur pour eux. Mais en même temps, j'ai envie de les voir rire. Donc, je sais que je participe beaucoup. Enfin, j'amène beaucoup d'humour à la maison. Je les fais rire tout le temps. Je suis un peu la maman qui fait rire. La maman, elle prend ses responsabilités, mais pas trop non plus. Mon chéri a ce truc assez naturel de cadre. Et moi, je suis là pour ramener un peu de joie et de n'importe quoi. Mais en vrai, c'est beaucoup plus complexe à l'intérieur, quoi. Et puis, il y a une certaine sagesse aussi qui s'opère avec le temps. Mais je reste quelqu'un d'extrêmement positif. Je crois que les choses peuvent changer. Je crois que moi, ce qui m'amène beaucoup de joie dans ma vie, c'est évidemment mes enfants, mais mes amis. On fait attention au-delà de nos métiers qui nous prennent beaucoup de temps, parce que c'est un métier qui est énergivore à souhait. On garde des moments pour nous, pour faire la teuf, pour discuter, pour s'amuser, pour aller au ciné, pour faire des soirées, pour cultiver cette joie et ce bonheur d'être entre nous. Parce qu'on sait que maintenant, en plus, que tout passe vite, donc on a envie de ralentir un peu parfois le temps. Mais j'ai l'impression d'être vraiment une ambivalence entre la joie et la nostalgie et l'angoisse. Tu vois, c'est vraiment un joyeux mélange. Ouais, lié, donc tu disais, à ton histoire de famille. C'est ça, à ton histoire de quand tu étais petite ou ton histoire de vie, pour le coup. Ouais. Parce qu'on a commencé à parler de ton papa en début de podcast. Tu n'as pas eu ton papa qui était présent, si je comprends bien, dans ta exactement. vie. Et donc, c'est ça que tu portes et qui t'a suivi tout au long de ta vie et qui était douloureux. Oui, comme ça a été très, très douloureux. À un moment donné, il faut continuer Son absence a été douloureuse. C'est le manque de lui, ma maman aussi seule à s'occuper de moi, c'était parfois très très triste. Mais à l'intérieur de ça, j'ai eu tellement de rencontres incroyables de gens qui m'ont accompagnée, qui m'ont tendu la main, avec qui il y a eu des conversations, mais même petites. Moi, je me souviens petite avoir eu des conversations incroyables avec des adultes. Après, je sentais que chez l'adulte, il y avait quelque chose je trouvais les adultes tristes, en fait, quand j'étais petite. Dans les conversations que j'avais, même on parlait de tout, d'infidélité. Quand on est petit, on a plein de rêves, d'insouciance, d'idéaux. Et évidemment qu'avec le temps, tout ça disparaît un peu. Maintenant, moi, je veux que mes enfants aient quand même plein d'espoir. Bien sûr. Pas qu'ils soient là à se dire tout est perdu d'avance. Non, on a juste plus conscience des choses. Et c'est pour ça, pour en revenir, parce qu'on digresse, mais pour en revenir à ce que tu disais au départ, je pense que la joie, elle est innée. Certainement, il y a des gens plus joyeux que d'autres, mais ça se cultive et ça s'entretient. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de se laisser aller à un état neurasthénique, d'angoisse et à voir que le mal partout, le noir, que de se sortir un peu... Et c'est beau ce que tu dis sur la joie des enfants, parce que c'est le ressenti que j'en ai, en tout cas quand je t'écoute, c'est que peut-être tu as été confrontée très vite au monde des adultes, et que je sais pas comment on t'a expliqué l'absence de ton papa, mais c'est peut-être ça qui t'a marqué tout de suite dans des conversations de grandes, alors que c'était pas ta place. Je pense, toute petite, j'ai été vraiment confrontée très vite au monde adulte,
Et ce qui, en fait, sur le coup, c'est plutôt en grandissant, quand moi-même je suis devenue adulte, que je dis, tout ça, je l'ai vécu, en fait, bien avant. Mais c'est pour ça que, tu vois, je pouvais, même dans mon métier, on pouvait me taxer de... tu sais, t'es blonde, t'es pleine de vie. Donc, parfois, la joie ou la gentillesse peuvent être taxées un peu de bêtises ou d'insouciance ou de naïveté. Ou de manque un peu de dimension, de profondeur. On va moins voir la profondeur. Exactement. Alors que pour moi, c'est tout le contraire. Quand je vois des gens... déjà, les gens joyeux, les gens gentils, les gens... je sens qu'il y a quelque chose de tellement grand qui se cache derrière pour justement montrer un visage comme ça, rayonnant, lumineux, parce qu'on sait que la vie, elle est compliquée pour tout le monde en vrai. Donc je me méfie toujours des gens qui dégagent le plus de joie, d'amour, de rayonnance. Comme ça, je me dis, il y a peut-être quelque chose à gratter derrière. Mais par contre, ceux qui choisissent de ne dégager que ça, c'est très beau. Les soucis, ils les gardent. Et qui a vu ça chez toi ? Est-ce que c'est les personnes qui ont partagé ta vie, les très proches, qui a su voir ce qui t'avait un petit peu enlevé ta joie ? Parce que du coup, c'est ton histoire de famille qui t'a un petit peu enlevé ça. Oui, c'est ça. Oui, bah évidemment, les très proches, les amis qui te connaissent vraiment, qui connaissent ton histoire, qui connaissent tout, et qui te font te sentir plus profonde et riche de ça. Dans des moments où tu te dis, mais il y a eu tellement de manque, et en fait, dans ce manque, il y a une richesse... incroyable aussi. Donc j'ai pris conscience grâce à eux, leur regard, qu'il y avait grâce à ça plein de choses qui avaient été développées. Mon amoureux évidemment, et puis les rencontres que j'ai fait dans ce métier, quand tout d'un coup on a envie de montrer d'autres choses, quand on nous a figuré à cet endroit, quand on nous a mis un peu dans des carcans comme ça, dans des cases, et que tout d'un coup quelqu'un d'autre te regarde, un réalisateur, une réalisatrice, et te dit, c'est là que j'ai envie de t'emmener, c'est ça que tu m'évoques, c'est ça que je vois quand je te regarde jouer. Et ben là, on a l'impression qu'on est un peu percé à jour, et ça fait du bien en fait qu'on nous emmène d'être emmené ailleurs. Et pendant longtemps, je crois que j'ai un petit peu souffert de là où on avait envie de me mettre. Après, c'est aussi à nous de montrer à l'intérieur des projets ce qu'on a envie de faire, vers quoi on a envie de tendre, ce qu'on a envie de raconter, quoi. Et est-ce qu'il faut pas bien se connaître aussi ? Est-ce que ce travail, tu l'as fait toi à titre personnel ? Pour bien te connaître, pour peut-être régler ces manques dont tu parles, tu vois, en avançant à l'âge adulte, pour après pouvoir faire les bons choix aussi professionnels et être prise au sérieux là où tu as envie d'être prise au sérieux. Est-ce que ce travail, tu l'as fait toutes ces années aussi ? Oui, beaucoup de lectures, des rendez-vous parfois un peu ponctuels chez des psys ou d'autres médecins. Oui, je pense que d'apprendre à se connaître, d'apprendre quelles sont ses limites, d'imposer ses limites aussi, de dire voilà, ça me va, ça me va plus, de savoir ce qu'on veut vraiment. C'est pas facile de savoir ce qu'on veut. On veut tout et son contraire à la fois, on veut tout être aussi. De se rapprocher de vraiment l'essence même de qui on est, ça c'est un vrai travail qui se fait jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout. Hein. Mais ça m'a aidée parce que j'ai appris aussi à m'aimer telle que j'étais, là où souvent on est bourré de complexes, on se compare en permanence aux autres, il a ça, elle a ça, waouh. Moi les gens me fascinent, j'ai des amis autour de moi, je suis fascinée par mes copines, je les trouve tellement drôles, intelligentes, brillantes, donc d'apprendre à se connaître soi, à se rencontrer vraiment, ça aide, et puis après les rencontres que tu fais, elles ont du sens. Et elles sont généralement meilleures que celles que tu fais quand tu n'es pas en phase avec toi. Tu ne vas pas vers les bonnes personnes. Elles sont justes. Elles sont justes, elles font sens. Ouais. Et elles t'aident aussi à avoir ta vraie valeur. Parce que je pense que toi, c'était ça ton axe de travail. Ta vraie valeur et d'être aimée. Exactement. Ça, malheureusement, c'est pas... On a beau dire c'est bon. On a quand même... Moi, j'ai encore ce besoin de me sentir désirée, aimée, de sentir que j'apporte quelque chose. Et évidemment... je crois que c'est un travail ça va beaucoup mieux, je le gère, je ne subis plus ces choses-là. T'en souffrais beaucoup, ça veut dire avant. Beaucoup. Besoin du regard, quoi, besoin d'être validé. Ce besoin d'être validé à tout prix, même par des gens que t'aimes pas ou dont tu te fous complètement. Et tout d'un coup, tu dis mais pourquoi j'ai besoin absolument que cette personne-là me valide, qu'elle me trouve une valeur, parce que j'en ai rien à faire en fait. Et puis ça va mieux. Donc maintenant, je me concentre sur les gens qui en valent la peine. Mais c'est vrai que j'ai envie d'être un peu d'évoluer, quoi, d'évoluer dans le bon sens.
Et bien, t'es avec les petits gars que t'as, en plus, l'amour inconditionnel, tu l'as, là. Ouais, Ce besoin d'être ouais. aimé. Je pense que quand on a Ouais. des enfants... Ouais, puis on aime aussi fort, quoi. C'est quand même Et fou. là, par contre, j'ai un truc avec ça, avec les enfants, c'est que je n'ai pas envie de représenter un tout pour eux. J'ai vraiment cette envie de les sentir libres. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être la mère. Enfin, c'est comme ça, c'est chez moi. Je veux pas être un tout. Je veux qu'ils puissent se sentir libres de partir, d'aimer d'autres gens. J'adore voir qu'ils ont des amis. J'ai pas envie d'être jalouse un jour de voir une femme rentrer à la maison. Et dire, oh, celle-là, je l'aime pas. Ouais, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être la maman accueillante, la belle-mère charmée qui va, tu vois, qui va être aussi du côté de leurs copines s'il y a un truc qui va pas, tu vois, de pas être la maman. Mes fils ont raison, mes mecs ont raison. J'ai envie d'être. Mais c'est comme ça que je les éduque, quoi. J'ai pas envie qu'ils soient élevés comme des petits princes, quoi. Est-ce que c'est... Alors, pas comme des petits princes, mais est-ce que cette liberté, c'est ce que ta maman t'a donné ou pas du tout? Complètement. Ah, complètement. Donc, c'est le même modèle que tu reproduis. C'est le même modèle pour le coup, parce que je trouve maman. qu'elle a été incroyable. Elle a fait un travail remarquable Elle m'a mis dans un cadre, bon, qui était un peu ce qu'il était, parce que tout était un peu déstructuré. C'était une enfance un peu particulière. Mais il y a toujours eu de l'amour, de la présence et de la liberté à l'intérieur de ça. Donc, très vite, j'étais très indépendante. Au début, je lui en voulais un peu. Je lui disais, mais j'étais si petite. Et en même temps, en fait, non. Donc, elle a réussi quand même à te préserver. Ouais, ça veut dire, à me alors, préserver papa, dans cette liberté ouais. qui me paraissait un peu bizarre au départ. Maintenant, quand j'y pense, je dis... Oh, et surtout à mettre une confiance en moi au-delà de tout. C'est-à-dire que sans le regard de ma maman qui me dit, c'est OK, quand je lui dis que je veux faire ce métier, que je veux faire des cours, que je veux arrêter la fac, ça a toujours été OK, avec des limites, passe ton bac d'abord, fais ci, fais ça. Mais je te suis partout. Quand ça va pas dans ce métier, que j'ai peur, elle me regarde, elle me fait, je sais pas comment te dire, je sais que ça va aller. Je sais, ouais. c'était fait pour rassurante. ça. Je le sais. Et tu vois dans les yeux de ta mère, parce qu'elle mentirait pas en plus. Hein, elle aurait honte si elle, enfin comment dire. Elle pourrait être très gênée. Elle me duperait pas. C'est exactement ça. Et quand, souvent, plus jeune, là, ça va un peu mieux. Puis voilà, j'ai mes amis, aujourd'hui mon amoureux, mais même mes enfants qui aiment mon métier, qui aiment ce que je fais, qui regardent mes films et tout. Mais souvent, j'allais la voir pour lui dire, tu crois que je vais faire du cinéma? Tu crois que je vais faire du théâtre? Tu crois que... Et à chaque fois, elle était là. Oui. Comme une évidence, tu vois. Et quand tu as ça dans les yeux de ta mère, pour avoir parlé avec beaucoup d'amis qui n'ont pas eu ça et pour qui c'est compliqué d'avancer... c'est une chance. En partie à cause de ça, parfois, c'est une chance folle. Donc, je vais faire la même chose pour mes enfants. Et donc, tu pouvais te confier à ta maman parce que je pensais que tu n'as pas eu de frères et sœurs. Donc, du coup, à qui tu pouvais parler de tes secrets, de tout ce qu'on vit quand on est adolescent et que, voilà, on cherche. Oui. C'est vrai que c'est une chance. Moi non plus, j'ai une demi-sœur. On a la même maman, mais on n'a pas grandi ensemble. Je me dis, on se sent un peu seul quand on est... ouais, on se sent un peu seul, ouais. Qu'avec ses parents et ou, dans ton cas, ta maman, quoi. C'est pas facile, la solitude, en vrai. Non, je m'ennuyais, je me sentais seule. Et en même temps, d'où l'intérêt d'aller toujours chez les copines. J'étais rarement chez moi, en fait. Je bougeais toujours à droite, à gauche. Puis après, j'ai vécu un peu... d'autres choses avec d'autres gens, chez mes grands-parents, chez mon oncle, chez ma tante. T'es pas restée chez ta maman essentiellement avec ma maman. J'ai beaucoup bougé. J'ai même tenté l'expérience une fois avec mon père qui a été désastreuse, mais au moins, on l'aura tenté. Ah, donc t'as quand même gardé contact avec ton papa? Ah oui, j'avais quand même des contacts, bien sûr. Il n'a pas disparu, il n'est pas parti? Ah non, il n'y a pas eu une vraie rupture. D'accord. On se voyait 1 à 2 fois par an, mais c'était quand même trop peu. Mais on avait quand même un lien. Puis en fonction des femmes qu'il avait... soit elle faisait attention qu'il garde un lien avec sa fille, soit bon. Il y a eu aussi des femmes de passage qui ont fait que je l'ai retrouvée à certains moments. Mais c'est vrai que bon, c'était trop peu, mais il n'y a jamais eu de coupure totale. Parce qu'en plus, il me faisait beaucoup rire, il m'apportait beaucoup d'humour. Donc c'est quand même un papa que j'ai quand même idolâtré et aimé malgré son absence. Je ne l'ai jamais diabolisé, parce que c'était pas un diable, c'était juste quelqu'un qui n'était pas capable de s'occuper de... Donc, il pensait plus à lui et sa vie, oui, c'est ça, qu'à sa fille. Oui, à ses filles, parce qu'il en a eu une deuxième dont il ne s'est pas occupé non plus. Mais voilà, il l'a beaucoup regretté, on en a beaucoup parlé à la fin, avant qu'il parte. Donc, tout ça, c'est réglé, c'est dit, ça a été verbalisé. Déjà, c'est une chance énorme. Et c'était juste un petit garçon, en fait, qui n'a pas réussi à... sans enlever le fait qu'il n'a pas réussi, enfin, il n'a pas été un papa responsable, mais il avait des circonstances, on va dire, atténuantes. Heureusement que ma maman, qui en a aussi, est restée, pour le coup. Mais sans elle, il ne se passe rien.
Sans elle, je réalise pas mes rêves aujourd'hui. Sans elle, j'ai pas ces enfants-là. Elle leur transmet tellement de belles choses. En plus, à mes petits-enfants, elle est tellement... c'est vraiment aujourd'hui une grand-mère aussi incroyable, une babou. Et elle est... sans elle, oui, sans elle, j'en suis pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je dois énormément de choses à ma maman, à son regard, à sa douceur, à sa compréhension, à sa résilience. Hein, franchement, c'est pour ça que je suis très contente aussi de faire ce film, parce que dans ce film, Mima, donc qui est la maman, elle raconte plein de choses. Et une maman, quand j'ai la chance qu'elle soit une merveilleuse maman comme ça, il faut en prendre soin, quoi. Ouais. C'est un beau lien, je trouve, qu'on entend, Ouais. dont tu nous parles, Ouais. mère-fille et entre femmes, parce que des fois, les relations mère-fille, c'est pas Exactement. forcément facile. Et je sais que la sororité, c'est un thème qui te tient à cœur, le fait justement d'avoir de la solidarité entre les femmes. Ouais. Pourquoi c'est si important? Ça a joué, ça, justement, dans la relation avec ta maman, ou rien à voir? C'est parce qu'on t'a présenté la femme comme l'absolu, peut-être aussi, la maman, ouais. la femme. Il n'y a pas de conflit avec les femmes? Alors, il y en a eu beaucoup avec ma maman. Ouais. Mais... Ah, quand même. ben, c'est pour ça que là, je parle comme ça parce qu'aujourd'hui, j'ai mes 2 enfants et ça a été une adolescence très conflictuelle avec ma mère, parce que c'était à la fois ma mère, ma sœur, mon père. Ouais. C'était tout à la fois. Donc, je la respectais plus, je l'ai cherchée, j'ai été tester ses limites, j'ai été une adolescente absolument enragée, en colère, horrible. Qu'est-ce que tu lui as fait? Des choses horribles. Je répondais, je lui parlais mal. J'étais vraiment une adolescente en recherche de limites, en fait. Je crois que j'avais besoin d'un cadre que j'ai pas eu. Donc, ça a été... Elle peut vous en parler. Moi, ma maman, elle me disait, alors c'est cool parce qu'on m'avait parlé de l'adolescence, mais on m'a dit qu'à un moment, elle se terminait. Donc, toi, elle a commencé à 2 ans. Tu as plus de 40 ans aujourd'hui. Tu me diras quand ça se termine. Parce qu'avec ma maman, je suis une éternelle adolescente. La façon dont j'en parle, elle va être contente parce que maintenant j'ai besoin de parler d'elle comme ça. Et puis depuis que j'ai les enfants, en vrai, ça va beaucoup mieux. Mais une éternelle adolescente. Et t'avais pas peur qu'à un moment donné, ça abîme la relation? On s'est beaucoup abîmé. Stop, Caroline, maintenant ça suffit. T'es grande, bah dans ces cas-là, va faire ta vie. Enfin, elle me l'a dit à un moment donné. Elle m'a dit, là, je vais me casser un peu parce que tu me saoules. Lâche-moi, arrête d'être si dur avec moi. Mais parce que quand on aime quelqu'un... de façon aussi forte que ça, aussi fusionnelle, je crois qu'il y a une protection aussi de vouloir s'en protéger. Et parfois, malheureusement, ça c'est l'être humain, les gens qu'on aime le plus, c'est parfois aussi ceux à qui on le fait le plus de mal. On est les plus durs. On est les plus durs parce qu'on les aime trop. Et qu'il y a une forme de... Cet amour me convient pas, me fait peur. Moi, j'ai la plus grande peur, c'est de la perdre elle aujourd'hui, parce que c'est avec elle que j'ai fait ma vie. Donc, Et cette peur fait qu'on a envie de se protéger. Et on est très, très dur avec les gens qu'on aime, et même avec son amoureux, même parfois avec ses enfants. On a une exigence pour les gens qu'on aime et avec les gens qu'on aime qui est au-delà de tout. On leur laisse absolument rien passer. Et c'est le cas avec ma maman. Elle n'a pas le droit de se tromper, elle n'a pas le droit de... Elle n'a pas le droit. Il faut qu'elle soit parfaite, à l'image, tu vois. Donc c'est difficile. Et c'est paradoxal parce qu'on se dit qu'on doit en profiter. Parce qu'on sait qu'on ne va que pas les garder toute notre vie. Donc tu vois, l'exigence VS, le fait d'en profiter. Maintenant que j'ai 40 ans, c'est ça que je me dis. Je dis stop les bagarres, stop les conflits. Ma mère, elle est trop mignonne, mais elle me dit, tu sais Caroline, pardon, c'est mon surnom, Caroline, la vie passe vite. J'ai plus envie aujourd'hui de m'embrouiller, ça va trop vite. J'ai pas envie qu'on ait des regrets, quoi. J'ai eu la chance d'être entre les mains d'une femme extraordinaire. Et aujourd'hui, j'aime les hommes, j'aime les réalisateurs, j'ai beaucoup d'amis d'hommes, mais j'ai beaucoup plus d'amis femmes. Je me sens protégée avec les femmes. C'est étonnant parce que pourtant, on est dans une société où on dit justement que les femmes sont dures envers les autres femmes. Donc, t'es pas d'accord avec ça? Non. J'imagine que dans certains métiers, pour faire leur place, elles ont dû être dures parce que c'était soi-disant la place des hommes. Et donc, qu'il a fallu... montrer qu'elles avaient du tempérament, du caractère et que par la force des choses, elles sont devenues dures parce qu'elles n'avaient pas le choix que de le devenir pour être crédibles, pour être respectées. Souvent, on va dire d'une femme qu'elle est dure, on dirait jamais ça d'un homme alors qu'elle se comporte exactement de la même façon. Elle a la même exigence envers ses employés ou je ne sais quoi, mais en tout cas, elle a cette exigence ou ce regard un peu dur qu'on relève même pas chez les hommes. Limite, les hommes, quand ils sont un peu durs, un peu taquins, on peut aimer ça. Chez une femme, ça nous paraît être improbable. C'est des forces de caractère. Moi, je trouve que les femmes sont tellement fortes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens
portée par les femmes. Et ces derniers temps, j'ai rencontré des réalisatrices sublimes, Julie Roard, Baya Kasmi, avec qui je viens de faire une série. Je me sens dans une protection, dans un cocon d'amour. Et ce sont des femmes fortes, des femmes fortes qui réalisent, brillantes, incroyables, qui assument tout, leur féminité, leur masculinité parfois, enfin... Pourquoi d'ailleurs leur masculinité? Ouais, en fait, elles sont juste elles-mêmes. Tu vois, c'est même marrant qu'on mette ce clivage homme-femme. On est en train de décrire la femme forte, alors qu'en fait, elle est juste elle-même. Elle est juste elle-même. Elle est forte, elle est belle, elle s'assume, elle est brillante. Et autour de moi, j'ai que des femmes comme ça. Et t'en as pas eu des, parce que mais la malveillance, alors là, pour le coup, entre femmes, il y en a aussi. On serait dans le monde des bisounours de se dire là, aujourd'hui, sur ce canapé, Caroline, Alex, les filles méchantes, vicieuses, qui connaissent pas la sororité, il y en a quand même. Il y en a, mais honnêtement, je vais pas me concentrer sur elles. Donc, on t'a pas fait de sales coups? Il y a eu des sales coups, il y a eu parfois, tu sens des jalousies et tout, mais déjà, en fait, comment dire, c'est qu'il y a un mal-être quelque part. Donc j'ai plus envie de creuser pour voir qu'est-ce qui fait que t'es méchante comme ça avec moi, qu'est-ce qui fait que là entre nous ça va pas passer. Et puis parfois des gens comme ça qui au prime abord tu les sens réticentes, un peu et tu parles et t'as de la chance parfois de pouvoir creuser avec ces mêmes femmes-là et de partir sur par exemple sur un tournage où t'as le temps de creuser, où t'as le temps de comprendre pourquoi il y a un truc qui va pas, pourquoi il y a un rapport de force, une jalousie. Et souvent, tu te rends compte que on a toutes des angoisses, des peurs, des protections qui fait que voilà. Et puis voilà, il y a de l'affinité où il y en a pas surtout. Mais c'est comme avec les mecs, si tu veux. Donc les meufs qui me proposent ce genre de trucs, moi je détourne ma route. Moi aussi, il y a des femmes que je sens moins, avec qui je me sens pas à l'aise. Oui, mais tu vas pas leur faire de sales coups. Je pense pas que ce soit ta personnalité. Tu vas pas nuire. Pas là-dedans. Ah non. Regarde sur le physique des femmes. Sur les réseaux sociaux, on dit toujours. Alors je sais pas si tu es d'accord avec ça, et ça m'intéresserait d'avoir votre avis en commentaire. On dit souvent que ce sont les femmes qui sont les plus méchantes envers les femmes concernant le physique. C'est super dur en vrai, parce que justement la sororité, venez, on se soutient, venez, on est belle comme on est, et ça nous tire vers le haut, quoi. Ouais. C'est ça qui est dur, je trouve. Il faut que ça, encore que les mentalités évoluent et tout ça. Puis en plus, derrière un ordi, mais ouais. Parfois, c'est vrai que le regard des femmes entre elles peut être. Mais honnêtement, j'ai tellement de contre-exemples que je préfère me concentrer sur ce que je vois de beau autour de moi. J'ai vraiment une bande de femmes autour de moi. Avec lesquelles on se soutient, on se porte. Si ça va pas, on s'appelle. Justement. Quand on se sent vieillir, bête, voilà, quand on se donne tous les défauts du monde, quand on n'a complètement pas le moral et que tout d'un coup, c'est elle qui me rassure. Moi, c'est pas des mecs que j'appelle quand ça va pas, c'est mes amies femmes, c'est ma maman, c'est mes amies réalisatrices aujourd'hui, comme une Julie Roard dont je te parlais, Baya Kasmi, ces femmes-là que j'ai rencontrées qui nous aiment, nous actrices, qui ont envie qu'on donne le meilleur de nous-mêmes sans jamais qu'il y ait un regard médisant ou conflictuel. Et donc voilà, je vais me concentrer sur ces femmes-là. Évidemment, il y aura toujours des... Mais tant pis pour celles qui font pas le taf. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même qu'on soit là les unes pour les autres. Mais même pour les hommes aussi. Les hommes, faut qu'on soit tous ensemble, en fait. Tu le sens, le clivage homme-femme dans ce métier ou pas dans la comédie? Parce que justement, la sororité peut aider aussi à la libération de la parole des femmes et faire bloc en face pour que les femmes disent « ça, stop, on n'en veut plus ». Et on a eu plein de cas dans l'actualité où on se dit « ça y est, une femme parle, l'autre suit, la soutient ». Tu vois, le mouvement MeToo, à la base, il émane de ça. Complètement. Ça, c'est archi positif pour le coup. Oui, c'est très positif. Je trouve qu'on est quand même sur une bonne voie. Il y aura toujours du travail à faire là-dessus parce que la liberté des femmes sera toujours fragile, je crois, peu importe les époques. Donc, il faudra se battre toujours pour ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, que les hommes aussi prennent conscience de plein de choses, qu'on peut communiquer enfin avec eux, qu'il y en a plein qui vont dans notre sens. Moi, mes petits garçons, je tends vers ça. Je tends vers vraiment les éduquer de cette façon-là, quoi. Il y a quand même du changement. C'est pas encore tout à fait ça, parce que c'est tellement ancré. C'est-à-dire, tu penses à quoi quand tu dis c'est pas tout à fait ça? C'est des réflexions que tu as entendues, c'est des choses qu'on t'a fait sentir. Encore homme-femme, tu vois, qui est pas encore tout à fait là. Que ce soit l'égalité des salaires, parfois l'autorité qu'on peut accepter d'un homme et moins d'une femme, bizarrement. Il y a plein de choses
comme ça qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait, oui, sur un même pied d'égalité, mais on va transformer ça petit à petit. Là, il y a quand même un mouvement sublime qui, pour moi, s'opère autant de la part des hommes que de la part des femmes. Enfin, autant, pardon, de la part des femmes que de la part de plein d'hommes qui commencent à comprendre et qui ont envie de ça aussi. Donc, il n'y a pas de raison. Comment tu réagissais, toi, justement, quand tu faisais face à des choses qui te semblaient déplacées ou qui n'avaient pas lieu d'être? Tu y allais frontalement? Tu disais rien? Parce que, alors, c'est peut-être cliché ce que je te pose comme question, mais on se dit qu'en tant que comédienne, tu as passé beaucoup de castings, tu as dû croiser beaucoup d'hommes et on parle d'un milieu dans lequel le mouvement MeToo quand même a explosé, celui de la comédie. Comment tu réagissais quand ça t'est arrivé? Parce que je me doute que ça t'est forcément arrivé. On n'est pas pareil, encore une fois, dans le monde des bisounours. Non. Des réflexions dégueulasses, des regards, vraiment. Mais je crois que l'humour m'a beaucoup aidée. Mais pareil, parce que tu n'oses pas être frontal pour mille et une raisons. Soit tu rigoles comme une petite idiote, soit tu joues à la meilleure amie, aux potes. Moi, j'ai joué beaucoup aux copains avec les hommes. C'est-à-dire que, du coup, j'étais pas envisagée comme une proie, mais comme un pote à qui tu peux tout dire. Donc, je me suis plutôt protégée de ça, mais parce qu'avec l'enfance que j'avais eue aussi, les adultes, mon papa qui était... en fait, quelque part, j'avais un peu peur des hommes et ma façon de les contrer, c'était d'être leur pote et de faire genre avec moi, joue pas à ça avec moi, c'est pas sur ce terrain-là. Donc, mais c'était quand même une façon de se protéger, de réagir par l'humour ou par des rires, tu vois. Oui, puis parce qu'il y en a qui peuvent te dire, bah écoute, si tu fais pas ce que je te demande, le rôle tu l'as pas, tout simplement. Il y en a qui vont même pas s'embêter à prendre ce genre le temps. de discours, mais autant te dire que ça n'a jamais marché sur moi et que je préférais ne pas avoir un projet que de me plier à des contraintes ou de te déshabiller en casting. Non mais tu vois, non mais bien sûr, non mais c'est moi plein de fois on m'a dit tiens est-ce que tu peux, mais moi, je te passerai les détails, mais évidemment qu'en casting quand t'es toute jeune en plus. Et puis, plus tu vieillis, puis plus tu comprends que tu dis waouh, heureusement que je me suis pas laissée entraîner là-dedans, qu'il y avait ce truc inconscient ou conscient de. Je me suis pas mal. Je pense que j'avais le caractère pour me sortir de ces trucs un peu chelous. J'ai eu la chance d'avoir ce caractère-là. Il y a plein d'autres qui ne l'ont pas. Donc, je m'en suis sortie comme ça. Mais maintenant, les choses peuvent se dire, quoi. Puis, t'as peur même de blesser, tu vois. T'as peur de blesser quelqu'un qui, en fait, te blesse. Mais quand t'es... L'empathie aussi, parfois, les pauvres. Tu vois, il y a un truc avec les hommes de vouloir parfois les protéger. Oui, mais si, entre guillemets, s'attaquent à toi ou ont un comportement déplacé, c'est difficile d'avoir de l'empathie en retour pour eux ou de les plaindre. C'est ça qui est terrible. C'est quand t'arrives à avoir de l'empathie, parfois même pour des monstres. Et c'est ça qu'il faut travailler. En tout cas, moi, j'ai eu à travailler ça, cette empathie qui, parfois... je me laissais marcher dessus parce que j'essayais de comprendre les tracas de l'autre, pourquoi il en arrive là, que ce soit chez une femme ou chez un homme. Et puis à un moment, je pense que tu arrives à tes limites et tu dis tiens, je vais essayer de penser à moi en premier, ce qui me fait du bien, ce qui me fait du mal. Et là, tu m'as fait du mal, donc je vais pas essayer de comprendre pourquoi tu en arrives là. Mais c'est vrai que j'avais ce travers-là, d'avoir envie de comprendre. Peut-être pour être moins blessée, quelque part, j'essaie de comprendre l'autre et tu sais de faire que ça ne m'était finalement pas destiné, que c'était pas personnel, que le plus malheureux des deux c'était l'autre. Mais ça aussi c'est une forme de protection, de se dire bon il doit être bien malheureux, elle doit être bien malheureuse, je sais pas comment dire, là je rentre dans des trucs, mais ce qui peut être dangereux aussi, ça a été un travail que j'ai fait sur moi, ça parce qu'en fait je ne voulais absolument pas cultiver la colère, parce que la colère ne te fait tellement pas avancer. L'aigreur, la colère, la peur. Donc, comme c'est des choses que j'ai essayé de contrôler, il a bien fallu que parfois, je me dise, OK, pour me détacher de l'impact de l'autre, si tu veux, ou de sa... de la prise qu'il peut avoir de sur l'emprise, toi, exactement, c'est ça que je voulais dire. De l'emprise. Il fallait que je passe d'abord par un autre cheminement pour m'en défaire de façon plus douce, quoi. Et donc, je me disais, bon, le plus malheureux des deux, c'est lui. Il a ça. Moi, je vais être libre, je vais être bien, je vais être heureuse. Il va pas m'enlever ça, il va pas me voler ça. Et je pense que personne n'a réussi à m'enlever ça. J'ai pas laissé cette place-là.
Et voilà, je pense. J'ai eu cette chance-là. En tout cas, je ne l'ai pas laissé trop longtemps traîner. Quoi, tu vois. Mais je pense que l'expérience de mon papa m'a beaucoup aidée aussi. Je pense que d'avoir un papa comme lui, j'ai dû forcément très tôt voir les signes avant-coureurs et j'ai préféré aller vers des gens qui me faisaient du bien assez vite quand même, malgré tout. Et puis te mettre tes limites aussi, que tu dépassais pas, et ça, c'est le plus important. Et on parlait des hommes vers les femmes dans les castings, mais je dis la même chose, il y a aussi des femmes qui peuvent avoir le même genre de comportement pour les hommes. On ne se trompe pas non plus. Et de dire, voilà, il y a des hommes aussi qui doivent parler. Abusé aussi, voilà, évidemment. De dire, parce que ça, c'est... Ouais, ça se joue quand même des deux côtés. Mais comme tu dis, mais tu vois, après, évidemment que dans ce milieu et dans tous les milieux du monde... mais en vrai, c'est pas, tu vois, j'ai pas envie de passer pour celle qui vit dans un monde de bisounours, mais je crois vraiment que je préfère me concentrer sur les gens qui font du bien. T'apportent du bien, et donc tes copines qui sont autour de toi avec cette sororité. Souvent on me dit, mais toi t'aimes tout le monde. J'ai beaucoup cette réflexion, t'aimes tout le monde, ou toi t'aimes tous les films. Non. En revanche, je vais me concentrer, c'est vrai, sur ce que j'aime. Donc, je vais te parler des gens que j'aime, je vais te parler des cinémas, enfin des films que j'ai aimés, des livres que j'ai aimés. Donc, effectivement, au bout d'un moment, tu passes pour une fille qui aime tout. Mais c'est faux, c'est juste que je suis en train de me concentrer sur justement ce qui m'a fait du bien. Donc, je vais pas aller me concentrer sur la fille que j'aime pas, le mec que j'aime pas, le film que j'aime pas. De faire un film, c'est très dur. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller... dire des méchancetés sur c'est pas réussi, évidemment c'est qu'il y a pas des réussi, films que tu as moins bien aimés, évidemment, mais tu vas pas te concentrer j'y vais tous les jours de ma vie au cinéma, donc il y a plein de films où je passe à côté, je comprends rien, je suis pas voilà, mais c'est pas de ça dont je vais parler. Donc au final, tu passes pour quelqu'un qui aime tout le monde, mais clairement pas. Je sais qui sont. J'ai une conscience absolue de les personnes, des personnes qui me veulent du bien et qui me font du bien. Et à qui je veux du bien aussi, du coup. Et de qui tu t'entoures. Et cette belle sororité dont tu nous parles. Et moi, je partage ton avis, même sans trahir un secret. Ici, sur Boom Boom, on est 3 filles. Et tu vois, j'ai énormément de chance. Je suis comme toi. Je travaille avec 2 filles extraordinaires. Et en une équipe de la sororité, on la pratique. Je suis archi pareil que toi. C'est bientôt la fin de ce podcast, Caroline. On a une petite séquence qui s'appelle Boom Boom ou pas Boom Boom. Donc, je te donne des phrases. Boom Boom, tu aimes. Pas Boom Boom, t'aimes pas. Avoir été la petite fille sage alors qu'en vrai, t'avais envie de foutre le feu. Boom Boom ou pas Boom Boom? Boum boum. Ouais. Attends, ça veut dire quoi? T'as aimé être cette petite fille sage. Au final, si c'était à refaire, tu me dis oui, j'aime parce que. Bah, j'étais pas cette petite fille ouais, sage. Mais après, en grandissant, tu nous as expliqué que voilà. Ouais, j'étais pas cette petite fille sage. J'étais pas cette petite fille sage. Je crois que je suis devenue une petite fille sage maintenant là. Donc ça, c'est inversé. Donc boum boum, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Boum boum ou pas boum boum, le fait qu'on te pose cette question, tu es actrice, maman, femme. Comment tu fais pour réussir tout ça dans ta vie? Pas boum boum. Pas boum boum. Pas boum boum, parce que c'est vrai qu'on la pose plus souvent à moi qu'on ne la pose à mon chéri. Or, je le trouve assez quand même aussi incroyable de gérer sa vie d'homme, sa vie de sa carrière, voilà, et ses enfants, mais on lui pose pas la question. Et moi, pas boum boum, parce qu'elle est pleine de culpabilité parfois, parce que mais comment tu fais pour faire ça et ça? J'ai l'impression que je m'occupe du coup pas assez bien de mes enfants. Tu vois, souvent quand je pars en tournage, on va me dire, mais comment t'as fait du coup pour gérer les petits? Mais et c'est le papa qui s'en est occupé. Mais et donc déjà, c'est toujours compliqué de partir et de laisser les siens. Et en plus, quand tu as cette question qui te dit, mais alors comment tu as fait pour gérer? C'est dingue. Ah oui, donc c'est le papa qui s'en est occupé? Bah oui, puisque c'est leur papa, justement. Et c'est vrai que mon amoureux n'est pas confronté à ces questions-là. Donc là, pas boum boum. C'est un peu injuste, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que c'est chiant que ce soit une femme qu'on dit ça. Ouais. Comme si on devait, tu vois, compartimenter. Enfin, il y a un truc. Oui, on peut être tout ça à la fois. Mais de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Non. Est-ce qu'on a le choix? Et on le fait comme on peut le faire, surtout. Oui, il faut bien gagner sa vie, il faut travailler, il faut être épanoui, se sentir bien, et t'élèves tes enfants à l'intérieur de tout ça, et puis tu feras comme tu peux. Et puis t'avances, et c'est bien. Doubler Megan Fox. Boum boum ou pas boum boum? J'adore. Bah oui. J'adore doubler Megan Fox. Voix française. J'adore. Ouais, puis c'est une nana qui me fascine. Ouais, j'adore faire sa voix depuis maintenant plus de 15 ans, je crois. J'aime sa personnalité, j'aime ce qu'elle raconte, alors qu'elle est...
c'est pas une comédienne, si tu veux, qu'on reconnaît beaucoup ici en France, mais en vrai, à chaque fois que j'ai entendu des interviews d'elle, j'aimerais bien la rencontrer, Megan Fox. T'as déjà essayé de faire en sorte non, d'envoyer, je sais pas parce comment que t'es quand même sa voix française. Ouais, mais elle doit pas du tout le savoir. Mais parfois, j'essaye de la taguer, technique. Ouais. Mais on va la taguer. Mais j'aimerais bien la rencontrer parce que c'est vraiment une femme que je trouve assez fascinante dans sa façon d'envisager les choses. Je la sens très libre. Voilà. Wow. Bon, boum boum, Megan Fox, en tout cas. Le Festival de Cannes, enfin, pour terminer, boum boum ou pas boum boum? Alors, boum boum. En revanche, j'y suis jamais allée. Mais oui, c'est pour ça que je te pose cette question. Je me dis, mais comment ça se fait? Alors, je me dis, soit tu veux pas, soit tu... Non, je sais pas. J'ai trouvé ça étonnant parce que tu as une grande carrière. Donc, jamais. Parce que j'ai pas de films qui ont été présentés là-bas et que je crois que mon rêve absolu, ce serait d'y aller pour présenter un film avec. Mais tu veux pas y aller juste pour monter les marches? J'ai pas l'occasion, non. Tu vois, je vais pas y aller comme ça. Après, j'ai plein de copines qui y vont en tant que spectatrice et tout, mais déjà, quand je travaille pas, j'ai envie d'être chez moi. Donc j'adore regarder, je regarde la montée des marches, je regarde la palme, je regarde tout ça, je regarde les résultats, je vais aller voir tous les films qui ont été présentés là-bas, j'irai les voir en salle, mais je crois que j'ai un petit rêve, c'est qu'un jour si j'y vais, c'est pour présenter un film et monter avec une équipe que j'aime, pour un film que j'aime, et ça ce serait merveilleux. Je crois que j'ai envie de le vivre comme ça dans ce contexte-là, tu vois, vraiment le vivre de l'intérieur, quoi. Pour y aller avec vraiment un enjeu aussi, un enjeu humain avec l'équipe du film. Ouais, avec une histoire que tu as envie de défendre, mais en spectatrice comme ça, devant ma télé, ça me suffit. Ok, bon. Et enfin, toute dernière chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait battre ton cœur dans la vie, de qui tu as envie de parler? Là, en dernier, on a parlé de ta maman à qui tu as rendu hommage, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, qui aurait ton boum boum pour finir ce podcast? C'est horrible, il y en a tant. Allez, un, je sais pas. Vraiment, à qui tu penses là, comme ça, spontanément? Là, spontanément, je pense au père de mes enfants. Parce que je trouve ça très courageux de vivre avec une comédienne parce qu'il fait pas ce métier et que parfois les angoisses prennent beaucoup de place à la maison, le métier, les discussions, on vit plein d'autres choses à côté évidemment, hein. Mais je trouve j'aime sa patience, j'aime sa façon dont il élève nos enfants, le regard qu'il pose sur nous. J'aime tout ce qu'il nous apporte, quoi. Voilà, c'est quelqu'un d'assez merveilleux. Il y aurait plein de choses à dire sur lui, mais je pense que sa présence à mes côtés m'aide énormément. Sa sagesse aussi, il a quelque chose de très... Enfin, je veux dire, il a contribué largement à changer la femme que j'étais, à apaiser mes colères, mes angoisses, mes névroses, entre guillemets, tu vois. Il a beaucoup œuvré pour ça. Et c'est une chance folle de rencontrer quelqu'un qui t'apaise. Ça fait déjà une longue route que vous faites tous les deux? Ça fait plus de 17 ans là déjà. Bientôt 18 ans. Ouais. Ah ouais, donc là on se connaît par cœur. C'est une longue route. Mais avec, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est très bas, c'est très haut. C'est vraiment... c'est le chemin d'une vie, un couple. C'est très compliqué, un couple. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau quand on a décidé de traverser les épreuves ensemble. Mais c'est un compagnonnage aussi. On est loin des passions. C'est une autre façon d'envisager l'amour. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'aime aujourd'hui la façon dont j'envisage l'amour. C'est beaucoup trop complexe. Mais c'est bien de se comprendre à deux. Parce que... Voilà, après, rien n'est gravé dans la roche. Donc, on a encore du taf. Ça se travaille. On tend vers ça, mais pour l'instant, on l'a continué ensemble. C'est beau, un beau partenaire d'équipe. Ouais. Merci Caroline. En tout cas, on parlait de route. Il y a Sur la route de papa qui sort le 18 juin au cinéma. Merci vraiment d'être venue dans ce podcast. Alexandra. C'était un plaisir et tu reviens quand tu veux. Oh là là, dès demain. Tu es la bienvenue. Ça va. Alors, retrouvez-nous pour le prochain épisode. Salut Caroline et merci. Salut, merci à vous de nous avoir suivis. Vous likez, vous vous abonnez, vous nous laissez des commentaires. Je ne sais pas si tu les lis, mais il y a certains de nos invités qui adorent aller voir après ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, on vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.